Mais il me prend, il me regarde. La première chose qu'il me dit, c'est oui, j'ai ce qu'il faut pour toi, j'ai un sac pour toi, mais il faut que tu me promettes de mettre tes téfilines. Ça vient de nulle part. J'ai pas eu de conversation avec lui. Et il me dit, là où tu vas, il faut que tu me promettes de mettre tes téfilines. Et je lui fais la promesse à ce moment-là parce que il y avait du sens de lui faire la promesse. Il m'a trouvé le sac, ça faisait des jours que je le cherchais. Et je trouvais ça mignon, quelque part. Et donc, je lui fais cette promesse-là. Et il se trouve que quand on est enfermé au Nigeria, on se retrouve dans une cage au -1 des services secrets du Nigeria avec 2 paires de téfilines. Une pour droitier, une pour gaucher, au cas où. On ne sait jamais. Incroyable. Et donc là, on met ces téfilines. On continue de le faire. Si je vous dis captif, souviens-toi de ton futur. Vous l'avez compris, nous allons parler du dernier livre de David Benaïm. Alors David Benaïm, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il est grand reporter, correspondant au Proche-Orient pour TF1 et LCI. Il couvre les conflits, la politique internationale, on va dire ça comme ça, depuis plus de 25 ans. Il a été primé, en tout cas nominé aux Emmy Awards pour son travail de journaliste. Voilà, il est également producteur, et c'est ce qui l'a amené à écrire Captif. Alors Captif, vous l'aurez compris, c'est une histoire haletante d'un kidnapping. Voilà, vraiment quelque chose d'incroyable qui lui est vraiment arrivé dans la vraie vie. Ce n'est pas un roman. On est ravis de l'accueillir. David Benaïm, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, Captif, c'est un livre qu'on lit d'une traite, on va dire ça comme ça, qui est imagé, romancé, et en même temps, c'est pas un roman, c'est la vraie vie. On a l'impression qu'on est dans un film, qu'il y a de l'action toutes les minutes. Ça, on tourne les pages et il y a encore autre chose. Vous étiez parti pourquoi au Nigeria? Parce que vous avez été enlevé au Nigeria. On est parti faire un documentaire sur les tribus perdues d'Israël. On a une série documentaire de 6 épisodes. Le premier voyage devait être au Nigeria. Et c'est le premier voyage dans lequel on a été arrêté. On a eu des histoires après plus tard aussi. Mais donc on est arrivé dans le sud du Nigeria, dans une région qui s'appelle le Biafra, qui est connue pour la guerre du Biafra. Et pour cause, parce qu'en fait, la population sur place, les Igbo, ont une volonté indépendantiste. Nous, on est venus pour aller filmer une toute petite communauté juive à l'intérieur de cette communauté Igbo, qui fait un retour vers le judaïsme. C'est une tribu qui se dit originaire de la tribu de Dan, et qui a fait un voyage à sortie d'Égypte, qui n'est pas passé par Israël, qui serait descendu par le Nil, puis le Niger, pour arriver sur place, et qui a gardé des traditions ancestrales, et qui fait un retour vers un judaïsme. On a été documenter ces gens-là. Comment vous avez eu l'idée de partir comme ça? Enfin, j'imagine qu'on est venu vous chercher pour organiser un tournage pareil. Moi, je suis le producteur. J'ai une rencontre absolument incroyable avec, dans le livre, Ronnie et Noah. On peut dire les vrais noms ou pas? On peut dire les vrais noms, Rudy Rochman et Noam Lidban, il n'y a pas de problème. Et on est parti après 2 années de travail, de production, de préparation. Il y a eu le Covid au milieu et une aventure assez rocambolesque que je raconte dans le livre, qui fait que je suis devenu de producteur de l'extérieur à quelqu'un qui s'est impliqué vraiment de manière concrète sur le terrain, et je me retrouve à devoir guider, organiser, orchestrer tout le tournage, alors que c'était pas prévu à la base. On se retrouve donc dans un pays qui est en ce moment même qui vient de faire arrêter leur leader indépendantiste. Le Nigeria a donc un problème avec cette population Igbo au sud, et le leader indépendantiste se fait arrêter au Kenya et extradé vers le Nigeria, et nous on arrive 3 jours après. Et quand on arrive 3 jours après... Vous arrivez sur un contexte explosif. On arrive sur un contexte qu'on ne connaît pas, qu'on ne ressent pas comme explosif à ce moment-là, mais quand on arrive sur place, notre arrivée est interprétée sur les réseaux sociaux par les mouvements indépendantistes comme étant un signe, parce qu'on arrive avec un Sefer Torah pour l'offrir à la population Igbo sur place, et donc c'est vu comme un signe, comme quoi on allait pouvoir permettre de renverser le pays. Et là, on perd complètement la main sur notre histoire. Alors, vous êtes embarqué, bien sûr, par, on va dire, les services secrets nigérians.
la DSS. La DSS, c'est un État dans l'État. Ils ont une réputation terrible. Oui. Et là, vous craignez tout de suite pour votre vie parce que vous comprenez pas très bien ce qui se passe. Et au fur et à mesure que ça avance, vous dites, mais je vais jamais sortir de là, quoi. On sait qu'on est en Afrique, on sait qu'on a le danger de se faire kidnapper pour plusieurs raisons, soit pour de l'argent, pour des raisons politiques, ou juste parce que c'est vraiment un danger qui existe quand on va en Afrique. Quand on se fait arrêter à ce moment-là, on ne se fait pas vraiment officiellement arrêter. Oui, c'est ça. Vous êtes dans le flou, quoi. On est dans le flou total. On nous met dans donc il y a vraiment 6h du matin, 6h45 du matin, le téléphone sonne. Et là, à ce moment-là, vraiment, on a en bas de l'hôtel 3 vannes qui nous attendent avec des hommes armés cagoulés qui nous mettent chacun dans un van différent pour nous emmener on ne sait pas où. Et ils nous répondent à aucune question. On ne sait pas qui sont ces gens. Ils nous disent que c'est la DSS. C'est la première fois que j'entends cet acronyme et on se redirige vers les bureaux locaux de ce service secret. Et en permanence, pendant ces premières 24 heures, ils n'arrêtent pas de nous dire oui à tout ce qu'on leur demande, mais ils ne donnent absolument rien. On vous prend les passeports. On nous prend les passeports, on nous prend le téléphone, on nous prend complètement notre liberté, mais de manière un petit peu tranquille, douce au tout début, et ça va très vite s'accélérer, ça va devenir très vite violent. Voilà, vous allez vous retrouver en prison, on va dire ça comme ça, ouais. Dans une cage, conditions insalubres terribles. Bon, bref, vous êtes otage, quoi. Vous êtes prisonnier sans comprendre pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qu'on vous reproche puisqu'on ne vous dit rien. Donc c'est un peu l'angoisse. Et puis dans ce livre, évidemment, vous racontez la grande histoire, cette histoire d'espionnage, etc. Puis il y a aussi l'histoire intime qui est très touchante. Vous vous dévoilez complètement. Pour ceux qui vous connaissent comme professionnel, c'est une autre facette de vous qui apparaît. Ça, c'est très courageux quand même quand on est un homme public de faire ça. Et c'est hyper touchant. Alors, bien évidemment, il y a des similitudes avec ce qu'on a entendu avec les otages, ce qu'on a vécu en Israël. Est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas sorti le livre tout de suite? Parce que vous avez commencé à l'écrire dès le début. Ouais, j'ai attendu peut-être 1 an et demi à peu près. Ça s'est passé en 2021. J'ai à peu près attendu 1 an et demi avant de commencer vraiment à l'écrire. Il était presque terminé avant le 7 octobre. Je l'ai beaucoup modifié depuis, mais il était presque terminé. Et il était pour moi absolument hors de question de sortir un livre sur la captivité tant que tous les otages n'étaient pas rentrés de Gaza. Donc c'est vrai que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai attendu un peu tard au final pour le sortir. Mais on ne peut pas se dire otage ou captif après le 7 octobre de la même manière qu'avant. L'expérience que j'ai vécue, moi, elle a été d'une fulgurance et d'une violence terrible. Les premiers jours post-7 octobre, j'ai une empathie envers les otages que peu de gens peuvent avoir. On ne sait pas à ce moment-là toute l'horreur qu'ils vont vivre, mais c'est vrai que, et après on relativise évidemment très rapidement et je me mets pas du tout en comparatif, mais c'est vrai que ces expériences de résilience, de spiritualité, tout ce qu'on a pu entendre de la part des otages en sortant. Vous l'avez vécu vous aussi. À mon niveau, oui. C'est ça qui est fou parce qu'on a l'impression que quand il n'y a plus rien qui tient, on se raccroche à des valeurs très très intimes, à la spiritualité juive pour le coup. Il y a une scène que vous décrivez avec un kidouche sur un grain de raisin qui nous rappelle une scène que les otages ont décrit, un kidouche sur un bouchon de jus de raisin, je ne sais pas ce qu'ils avaient, de l'eau. C'est assez incroyable, quoi. C'était vraiment un réflexe de la part de Ronnie dans le livre qui a vraiment eu qui dit depuis toujours, j'ai jamais raté un kidouche de ma vie. Et ça, c'est le premier jour de captivité. Et il dit que c'est hors de question de rater un kidouche. Et on se regarde, on est à la fois... Vous n'êtes pas religieux, vous, à la base. Non, mais on n'est pas religieux, très traditionnel. Et j'adore, on fait le kidouche tous les vendredis, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas la première chose qui m'a traversé ce vendredi après notre captivité. Et à la fois, quand on fait ce kidouche sur ce grain de raisin, tout a un sens et tout est logique et tout est normal. On est... en plus, c'est absolument incroyable. Une histoire que j'aime bien raconter, c'est que avant le départ, je me retrouve dans un tout petit boui-boui sur Allenby, à côté du Chouk à Carmel à Tel Aviv, à la recherche d'un sac pour envelopper ce fameux Sefer Torah qu'on doit emporter et offrir aux hiboux du Nigeria. Très très dur à trouver un sac suffisamment grand qui puisse le protéger, compliqué. Je rentre dans ce boui-boui qui ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent à Karate Kid, un petit peu à l'endroit de Miyagi où il va trouver Gizmo. Et là, il y a un rave assez grand. On peut pas savoir s'il est ashkénaze ou séfarade, mais il me prend, il me regarde, il me dit, la première chose qu'il me dit, c'est oui, j'ai ce qu'il faut pour toi, j'ai un sac pour toi, mais il faut que tu me promettes de mettre tes téfilines. Et
ça vient de nulle part. Ça veut dire que j'ai pas eu de conversation avec lui. Il sait pas où vous allez. Il sait que j'ai besoin. Mais et il me dit, là où tu vas, il faut que tu me promettes de mettre tes téfilines. Et je lui fais la promesse à ce moment-là parce que il y avait du sens de lui faire la promesse. Il m'a trouvé le sac. Ça faisait des jours que je le cherchais et je trouvais ça mignon quelque part. Et donc je lui fais cette promesse-là. Et il se trouve que quand on est enfermé au Nigeria, et je raconte avec précision dans le livre, on se retrouve dans une cage au milieu d'Abuja, au -1 des services secrets du Nigeria, avec 2 paires de téfilines. Une pour droitier, une pour gaucher, au cas où. On sait jamais. Incroyable. Et donc là, on est en effet devant le fait accompli et on met ces téfilines. On continue de le faire. Ouais, c'est fou, ça a changé des choses dans votre quotidien, dans votre façon de vivre. Ouais, ce qui est beau, c'est toute cette introspection, parce que vous redéroulez le fil de votre vie, de toutes les aventures manquées, de toutes vos réussites. Tout y passe. Est-ce que c'était comme ça quand vous étiez en captivité? Ou c'est le fait d'écrire? Alors, je me suis vraiment retrouvé face à toutes les réalités qui m'ont traversé. Le deuil de ma mère, le deuil de mon mari, la maladie, les cancers, oui, tout ça, ça m'est vraiment, ça a été quelque chose qui s'est retrouvé à chaque fois devant l'interrogateur qui devait me questionner sur ma vie de famille. J'étais avec un problématique sur le fait que j'avais pas mes médicaments et que c'est vraiment ma survie qui était en jeu. À chaque fois, au fur et à mesure, je devais me retrouver face à ces épisodes de ma vie que j'ai traversés et desquels j'ai pu me relever. Et au fur et à mesure que je le vivais, je réfléchissais, j'y ai pensé. Et j'ai pensé à cette phrase « Souviens-toi de ton futur » qui est le sous-titre du livre, assez rapidement finalement. Parce que c'est à la fois une phrase qui vient de la Torah qui me dit que chacun des moments de ma vie, je dois me souvenir que ça va avoir un impact sur mon futur. Et c'est le cas. Parce que justement, tous les moments de ma vie passée ont un impact sur mon présent, qui est donc le futur de l'arrière, et qui vont forcément avoir un impact sur ma libération ou non. Ouais, alors ce qui est aussi terrible, c'est que vous racontez votre homosexualité, pas parce que vous avez envie de la raconter, mais aussi parce que vous êtes dans un pays où les homosexuels n'ont pas tellement le droit de citer, c'est plutôt se mettre en danger que de l'avouer, et vous vous retrouvez par bon, je vais pas tout raconter, mais faut pas. Avec votre frère à enlever toute trace de votre vie, de votre passé que vous avez eu du mal à assumer aussi en son temps. Donc, c'est très, très compliqué tout ça. Oui, parce que on doit s'assumer à un moment donné de sa vie, assumer sa sexualité, qui l'on est, etc. Et de devoir, pour pouvoir sauver sa vie justement, alors que c'était pour moi un sauvetage de pouvoir faire mon coming out à l'époque, de devoir sauver sa vie en cachant qui je suis à ce moment-là, c'est à la fois terrible et à la fois salvateur. Et c'est vrai que je me retrouve vraiment dans un pays, et je ne sais pas en partant, c'est une erreur de ma part en tant que préparateur, journaliste, producteur, de partir dans un pays où ça peut être aussi dangereux. 14 ans de prison au minimum et lapidation dans certaines régions du pays, oui. Il y a une leçon énorme à retenir de la part de cette aventure énorme, c'est les dangers que sont vraiment les réseaux sociaux. De pouvoir... quand vous partez en aventure, quand vous partez quelque part, de ne jamais poster en temps réel, de faire attention, parce que vraiment, ça nous a coûté. Oui, parce que c'est ça qui vous a coûté, parce que quand vous inaugurez le Sefer Torah, quand vous rencontrez cette communauté juive d'un autre temps, vous êtes tellement enthousiaste, tellement heureux, l'accueil tellement chaleureux que vous postez à tout va sur les réseaux, on vous voit rire, et du coup, ça, c'est très très mal interprété localement, quoi. C'est interprété localement par les indépendantistes locaux comme étant un signe comme quoi on est venu pour libérer leur région et comme quoi on serait 3 agents du Mossad. Et donc ces 3 agents du Mossad vont se faire arrêter et en captivité, et donc il va falloir 3 semaines pour pouvoir découvrir si c'est une réalité ou non. Mais c'est compliqué de savoir que l'un des déclencheurs, ça a été le fait qu'on ait posté sur les réseaux sociaux. Et l'une des problématiques par rapport à ma sexualité, c'est que j'ai posté mon activisme sur les réseaux sociaux qu'il a fallu que j'efface à un moment donné. Et on va aller plus loin. Ça aurait même pu vous coûter votre libération. Et là, vous posez toute la problématique de la course au scoop. Ouais. Voilà, que chacun veut en premier publier le fait que oui, vous allez sortir, oui, vous allez être libéré. Et ça peut vous coûter, parce que vous n'êtes pas encore dehors, ça peut vous coûter la vie et mettre fin à ce rêve de liberté. Ça a changé votre pratique du métier ? Non, ça m'a conforté dans ma pratique du métier. En fait, je sais au moment
grâce au fait que j'ai été porte-parole d'un de mes amis qui s'appelle Fabien Azoulay, que vous avez interviewé, qui était en prison en Turquie au moment où je suis moi emprisonné. Et je sais... Parce qu'il était homosexuel aussi. Parce qu'il était homosexuel, il a été arrêté pour d'autres raisons. Il est en Turquie, condamné pour 4 ans. Et de la drogue, ouais. Et donc, on est dans une campagne médiatique pour le faire transférer de Turquie vers la France pour pouvoir lui sauver sa vie aussi. Et moi, coup de boomerang absolument incroyable. Pendant toute cette campagne-là, je me retrouve moi-même emprisonné au Nigeria, pas du tout pour les mêmes raisons, mais avec un des handicaps qui peut me coûter aussi ma vie. Mais surtout, c'est pas ça qui fait que penser à Fabien à ce moment-là est pour moi essentiel. C'est que je sais que je connais le monde journalistique et médiatique et je sais que 3 personnes qui se font arrêter au bout de 3 jours, la presse s'en fout complètement. Ouais. Mais pas que ça. On est en plein Jeux Olympiques, en plein mois de juillet. Vous passez les seules personnes qui sont dans les studios de télé... Un petit entrefilé, quoi. Ça fera l'affaire. Oui, surtout que les seuls qui sont journalistes aujourd'hui dans les rédactions au mois de juillet, c'est le stagiaire. Donc, il n'a absolument aucune compétence ou connaissance pour pouvoir couvrir un tel événement. Mais je sais que cette cartouche du temps médiatique, c'est pas du tout le moment et donc il faut garder sur le silence pour que justement le Nigeria puisse... Vous avez du mal à les convaincre, hein, vos copains qui sont avec vous. Hein. Parce que c'est pas les mêmes générations. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a une vraie question générationnelle sur et une différence entre l'activisme et le journalisme, absolument. Ouais, c'était pas évident. Qu'est-ce que vous gardez de toute cette aventure-là ? Bon, moi déjà, je suis très heureux de l'avoir traversé, comme je suis heureux de traverser toutes les épreuves de ma vie. Parce que j'essaye à chacun de mes moments de ténèbres et d'obscurité de trouver l'étincelle qui va m'amener cette lumière et qui, je touche du bois et je dis Dieu merci que ça continue de le faire et que ça continue de le faire très longtemps. Il y a un truc absolument exceptionnel, c'est que pendant cette captivité, à la Knesset, on vote le fait que les pères célibataires et les couples gays peuvent avoir accès à la GPA, à la gestation pour autrui. Et ce que je garde vraiment, vraiment, vraiment de cette captivité, c'est que je suis devenu papa après ça parce que je l'ai vraiment décidé en captivité. En captivité totalement. Alors que vous étiez célibataire. Alors que j'étais célibataire et je suis toujours célibataire, mais c'était pour moi essentiel de devenir papa. Et c'est ce moment-là où on est le plus au fond du trou, c'était vraiment le moment où je me suis dit, ça y est, maintenant il faut construire sur autre chose. Et... Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'on ne va pas quitter ce monde sans laisser de traces derrière. J'ai toujours voulu être papa, j'ai toujours su. Après, c'est des démarches compliquées, différentes, pas facile d'accès pour tout le monde. Et donc, non, à un moment donné, ça a été pour moi une décision sans aucune équivoque. Mais problématique, c'était que comme j'avais eu 2 cancers, c'était pas forcé que je puisse y accéder, qu'il puisse y avoir des spermatozoïdes vivants, tout simplement. Voilà. Ouais. Donc il y avait des tonnes d'éléments qui ont fait que, mais quand j'ai entendu cette décision de la Knesset, alors que j'étais vraiment au cœur de la captivité, ça m'a vraiment. La première chose que j'ai fait en sortant, c'était que de commencer à me renseigner, de créer le dossier, et le petit est né 2 ans jour pour jour de cette décision de la Knesset. Voilà, donc c'est vraiment. Ouais, c'est assez émouvant. Et puis, vous avez changé aussi beaucoup de choses dans votre vie, quoi. Je pars plus à l'aventure de la même manière, ça c'est sûr. Mais je suis quand même reparti à l'aventure. On a fait 11 pays d'Afrique après ça. On a continué le documentaire. On a été à la rencontre de familles et de communautés juives d'Afrique. On a été à Abuja voir les Nachman Breslev d'Abuja. Je vous raconterai cette histoire un autre jour, mais absolument incroyable. Les Beta Israël d'Éthiopie dans leur camp de réfugiés qui ont vraiment une foi, une émouna exceptionnelle. Les Abayudaya d'Ouganda aussi ont une histoire de fou. Donc ça a été... D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'avec tout ce que vous avez vécu, avec toute votre vie qui était un peu coupée, on va dire, de la pratique, vous vous êtes mis à manger cachère. Alors là, c'est démentiel, quoi. Oui. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément parce que je crois davantage, c'est parce que se retrouver face à ces communautés au fin fond de l'Afrique, qui ont vraiment des facilités de pouvoir manger des tonnes d'aliments non cachers, mais qui, pour eux, c'est une énorme difficulté de manger des aliments cachers. Ils le font quand même. Ils le font, ils ont appris à faire la shrita, ils mélangent pas le lait et la viande, ils ont vraiment une pratique de la halakha aujourd'hui, pas toutes les communautés, mais les Abayudaya, les Ibo, les Beta Israël d'Éthiopie, absolument. Et
de voir à quel point c'est facile pour nous d'avoir accès à tout ce qu'on veut manger. Il y a des substituts pour tout. Donc oui, j'ai commencé à vraiment manger cachère parce que on est un peuple. Une certaine fidélité, par fidélité, parce que c'est cette loi-là qui nous a permis d'exister 5000 ans et que oui, c'était pour moi nécessaire d'être fidèle à la loi. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Non, c'est vrai. Et l'été Philippe, vous continuez aussi? Oui, bien sûr, je continue. C'est trop. C'est pas tous les jours parce que voilà, mais ce moment de connexion, il y a une connexion absolument incroyable. Ça me touche vraiment énormément. C'est comme si vous aviez une protection de l'au-delà. Ouais, il y a un truc de fou sur cette éphiline. Il faut quand même se dire, on est au milieu d'une cage à l'intérieur du Nigeria et les gardes n'ont pas, et on nous accuse d'être des agents du Mossad, et les gardes n'ont pas été regarder ce qu'il y avait à l'intérieur des boîtiers des éphilines. Ça aurait pu être des transmetteurs de radio, ça aurait pu être tout et n'importe quoi, des armes. Et non, parce qu'il y avait un côté sacré, qu'ils ont compris qu'il y avait un côté sacré autour des téphilines, ils nous ont laissé les mettre et nous voir le matin avec les lanières, mettre et faire le schéma et Noah commençait à peine à apprendre l'hébreu et on lui apprenait le premier paragraphe du schéma. C'était très émouvant tout ça. Il y avait vraiment, il y a un côté initiatique qui était génial. Et donc oui, c'est important pour moi de continuer de le faire. Voilà, bon, il y a plein de moments assez rocambolesques. Vous avez bon, on va pas tout dire parce qu'il y a des moments où vos conditions de détention sont un peu changées par rapport aux autres. Vous vous retrouvez à parler volleyball avec Elie Chouraki. Absolument. C'est très drôle. Non, mais franchement, il y a des choses complètement incongrues, quoi, qui vous arrivent. Alors, juste pour expliquer quand même tout ça, c'est qu'il y a des gens qui vous ont quand même tendu la main. On peut même dire qu'ils ont participé à votre sauvetage. C'est les Chabad. Absolument. Le Chabad a été incroyable. Il y a 3 chancelleries qui étaient là pour nous aider. Les Américains, les Israéliens et les Français. Mais le Chabad, c'est une 4e chancellerie qui est présente dans le monde entier et qui a une présence incroyable de tout le long de notre captivité. C'est quasiment les premiers à être au courant du fait qu'on soit captif à Abuja. Et nous, on a une démarche de dire qu'on mange cachère, donc à l'intérieur de cette cellule. Et les gardes nous prennent pour des fous. Et on leur dit, oui, regardez, vous allez sur les Instagram, vous allez regarder, vous cherchez Chabad d'Abuja. Et ils sont persuadés qu'on leur parle d'une pizzeria. et on arrive à vraiment à les contacter. Israël Ouzan, qui est un mec absolument incroyable, un mensch qui est le chef du Chabad au Nigeria. Et à un moment donné, je me retrouve dans un autre endroit pour être captif. Et à l'endroit où je me retrouve, il y a une paire de téphilines et il y a la kippa Chabad du Nigeria. Africa Honnête, je vais la montrer. Hop, la kippa Chabad, on la voit bien. Incroyable. La kippa Chabad du Nigeria qui m'accueille avec cette paire de téphilines qui va m'accompagner pendant les derniers jours de ma captivité. Donc je leur rends hommage et j'aime bien, je leur ai envoyé des messages. Ils sont un peu partout dans le monde et je leur ai dit le livre, il est disponible dans le monde entier. Comme le Chabad. Ils ont rigolé. Bon, en tout cas, tout est vrai. En tout cas, c'est vraiment un très joli livre qui se lit très facilement. On vous a proposé déjà d'en faire un film ou pas encore? J'ai déjà eu des producteurs qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils voulaient absolument être dans la course à l'adaptation. Donc oui, c'est déjà très touchant. C'est dans les starting blocks ou pas encore? Pas encore, mais le livre vient de sortir. Il n'y a que 2 semaines. Donc, mais oui, si on pouvait avoir la magie de transformer ce récit à l'écran. C'est la vocation de la maison d'édition de passer de l'écrit à l'écran, donc j'espère que ça se fera, oui. Juste pour terminer, parce que je ne me vois pas parler de ce livre sans parler de votre maman, de celui que vous avez aimé, qui ne sont plus là. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils se disent aujourd'hui ou qu'ils pensent de vous? Est-ce que vous pensez qu'ils vous regardent? D'abord, c'était 2 personnes très souriantes, qui avait vraiment la transmission par le sourire et la communication positive. Donc ça, c'est quelque chose que je retiens et que je garde en moi. J'espère qu'ils sont fiers. Alors c'est compliqué. Ma maman, elle est partie quand j'avais 18 ans, donc il y a très très longtemps. Donc elle savait déjà que je voulais être journaliste parce que j'ai toujours voulu l'être et que j'avais déjà commencé assez jeune. Mais je vois en fait dans ma manière de sourire et de regarder mon fils, la manière dont ma mère le faisait avec moi. Donc ça me touche. Et Dany, il y a le côté, lui m'aurait dit ne pars pas, n'y va pas, parce qu'il y avait un côté un peu plus protecteur. Mais ce qui est fabuleux,
fabuleux, c'est que j'ai découvert quelques semaines avant de partir au Nigeria que lui avait des origines Igbo grâce au test ADN qu'il avait fait. Et ça, c'est un truc que j'ai donc emporté avec moi là-bas aussi. Donc, tout ça, vous le découvrirez dans le livre. C'est assez étonnant. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux à lire ce livre parce que c'est un bon moment et puis c'est une histoire vraie. Donc forcément, ça a une force particulière. Je mettrai bien évidemment les liens sous la vidéo si vous avez envie d'obtenir le livre. En tout cas, merci pour ce partage et bon retour chez nous. Je sais que ça fait longtemps que vous êtes là, mais restez là maintenant. Je reste ici. C'est la base là. Et d'ailleurs, je vais signer le livre au Bête Frankfurter. Tout à fait, le 9 juin. Le 9 juin prochain, je vous attends. On aura des livres à vous signer. Et vraiment, j'ai hâte de vous rencontrer. Voilà, comme ça, pas besoin de le commander sur Amazon. Vous pourrez le prendre en live. Beaucoup donc 9 juin, plus rapide pour ceux qui sont à Jérusalem, dans les environs, à partir de 19h30 au Bête Frankfurter. Merci beaucoup, David. Merci, Cathy.